Octave, alias César Auguste, qui prend le pouvoir pour devenir le premier empereur, prétend ne pas vouloir du pouvoir. Bonjour chers amateurs d'histoire. Alors, dans ce chapitre intitulé L'ère chrétienne, on va aborder bien sûr l'apparition du christianisme, mais on va voir aussi le contexte dans lequel ça s'est fait, le contexte politique, le contexte religieux. Et ensuite, dans la troisième capsule, on pourra aborder le christianisme lui-même. Alors, commençons. On avait vu précédemment que le dernier siècle de la République romaine était marqué par des guerres civiles, ces généraux qui finissent par développer des armées presque privées et qui s'affrontent les uns les autres et qui déchirent par la même occasion le monde romain. On avait vu à la toute fin que l'un d'entre eux, Octave, l'héritier de César, va finir par gagner ultimement et devenir le seul maître de Rome. Alors, évidemment, Octave doit rester prudent. Rappelez-vous que, à l'origine, dès 509 avant Jésus-Christ, les Romains avaient chassé les rois. Alors, si Octave veut devenir un roi, il doit rester bien prudent, parce que justement, son prédécesseur, Jules César, avait commencé à faire des tentatives dans ce sens, et il avait fini par être assassiné. Le fait est que les Romains et la classe politique romaine détestent les rois. Donc, Octave, pour éviter d'être assassiné comme son prédécesseur, va devoir prendre quelques précautions. Alors, le fait est qu'il va garder les apparences de la République romaine. Alors, il y aura toujours des élections. Il y aura toujours également des consuls qui vont être élus, et pas tout le temps lui, mais dans les faits, il va détenir l'essentiel du pouvoir. Alors, son premier acte dans cette veine-là, ça va être d'avoir l'air du type qui ne veut pas le pouvoir. Et effectivement, après avoir vaincu son dernier rival, Antoine, il va passer quand même quelques années à faire le ménage autour de la Méditerranée, donc de régler les conflits avec les rois ennemis, etc., les royaumes ennemis. Et éventuellement, il va rentrer à Rome et après avoir donc accompli une œuvre de pacification, il va venir s'adresser au Sénat et il va prendre les sénateurs complètement par surprise. Il va leur annoncer que son travail est fait, que la paix est rétablie dans l'Empire et que, de ce fait, il peut enfin prendre une retraite bien méritée. Et là, tous les sénateurs sont pris complètement par surprise parce qu'ils s'attendaient qu'Octave voudrait conserver le pouvoir pour de bon. Et aussi, il avait pris la précaution de disséminer au sein du Sénat plusieurs hommes à lui qui allaient crier haut et fort, mais non, Octave, ne pars pas, on a besoin de toi. Et les autres sénateurs qui ne sont pas au courant de la manœuvre vont embarquer dans cette demande et bientôt, c'est le Sénat au complet qui demande et qui supplie Octave de rester au pouvoir. Et Octave de Garlas va finir par accepter cette lourde charge, mais c'est bien pour vous que je fais ça, et donc il va accepter de continuer à occuper le plus haut rang dans l'Empire romain. Évidemment, tout cela était une comédie. Octave n'avait jamais eu l'intention de renoncer au pouvoir. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend tout ça? C'est que Octave a bien l'intention de conserver le pouvoir, mais sans en avoir l'air. Déjà, Octave est très habile, c'est un génie politique. Il va s'assurer de ne pas avoir l'air trop royal dans son maintien. Il porte des vêtements très ordinaires. Il habite dans une maison riche, bien sûr, mais qui est loin des palais qu'occupent certains membres de la plus haute aristocratie romaine. Et donc, il a un train de vie modeste. Ses propres vêtements, comme je le disais, sont cousus, sont tissés par sa propre épouse. Donc, il n'a l'air en rien de quelqu'un qui veut faire étal de ses richesses et de son pouvoir. Donc, face à un public, face à une classe politique ouvertement anti-monarchique, Octave doit trouver un moyen de gouverner l'État romain complètement tout en conservant l'apparence extérieure d'une république. D'abord, il va changer de nom. Il va prendre le nom de son père adoptif, César, mais auquel il va rajouter le nom d'Auguste, qui a une signification religieuse en lien avec les augures, ceux qui communiquaient avec les dieux. Donc, ça lui donne une certaine
certaine autorité religieuse que de prendre ce nouveau nom. Donc, Octave devient César Auguste. Et d'autre part, il est bon de préciser à quoi va ressembler son pouvoir désormais. Eh bien, son pouvoir va être de quadruple nature. Il va détenir un pouvoir militaire, un pouvoir législatif, un pouvoir religieux et une autorité morale. Et tout ça ensemble sans avoir l'air d'un véritable roi. D'abord, le pouvoir militaire. C'est que, rappelez-vous, dans le temps de l'Ancienne République, les différents généraux romains contrôlaient chacun leur propre armée et ce sont les conflits, les affrontements de ces différentes armées qui ont amené les guerres civiles. Là, désormais, ce n'est plus possible parce que pratiquement toutes les armées sont désormais sous le contrôle d'une seule personne, César Auguste lui-même. Et d'autre part, c'est lui qui prend en charge les retraites des soldats. Alors, une fois qu'un soldat a fait son service militaire de 20 ans, c'est Auguste lui-même qui va lui donner ses terres sur lesquelles il va vivre paisiblement le reste de ses jours. Et en plus, l'ensemble des soldats dans l'Empire romain vont prêter serment directement à César Auguste. De ce fait, l'armée maintenant est sous contrôle, le contrôle d'un seul, le contrôle d'Auguste. Donc, pouvoir militaire, mais il détient aussi un pouvoir législatif. C'est que, évidemment, Auguste ne peut pas être constamment consul, donc au sommet de l'État, sinon il va attirer l'attention sur lui et de ce fait, on va considérer qu'il abuse de ses fonctions. Mais on va inventer pour lui un pouvoir spécial qui existait déjà en fait pour certains magistrats qu'on appelait les tribuns, mais lui, les tribuns étaient des gens de la plèbe, donc des gens du peuple qui avaient certains pouvoirs comme un droit de veto et le droit de proposer des lois. Mais évidemment, Auguste, étant un aristocrate, n'a pas le droit d'être un tribun. Néanmoins, il va obtenir la puissance tribunicienne, donc le pouvoir d'un tribun. Alors, ça semble banal, mais c'est extrêmement puissant comme autorité. C'est que désormais, Auguste, sans en avoir l'air, a les pouvoirs d'un roi. Il est capable de proposer des lois, hein, donc grâce à sa puissance tribunicienne. Et comme en plus, il est le patron principal de la ville, rappelez-vous le système des clientèles, des patrons et des clients, alors l'ensemble de ses clients vont voter pour lui, ils vont voter pour ses lois. Alors quand Auguste propose une loi, elle passe presque automatiquement parce qu'il est le plus puissant. Mais il a aussi le pouvoir du droit de veto. Le droit de veto existait depuis longtemps à Rome. Veto en latin veut dire je m'oppose. Alors quand Auguste disait veto, donc utilisait son droit de veto, ben les lois qui étaient proposées à ce moment-là étaient annulées et donc, il pouvait s'opposer à n'importe quelle loi qui ne faisait pas son affaire. De la sorte, au niveau législatif, Auguste peut faire passer n'importe quelle loi et s'opposer à toutes les lois qui ne font pas son affaire. Autrement dit, il contrôle l'appareil législatif, sans pourtant être toujours un consul ou avoir des pouvoirs exceptionnels à part de cette puissance tribunicienne. Mais Auguste détient aussi un pouvoir religieux qui n'est pas à dédaigner. Éventuellement, il va devenir le Pontifex Maximus, qui signifie le souverain pontife. C'est le nom qu'on donne désormais au pape, mais ce terme-là existait avant l'arrivée du christianisme. Donc, il est officiellement le chef de la religion à Rome. Alors, personne ne peut s'opposer à lui au niveau religieux, dire que les dieux interdisent telle ou telle action, parce qu'il a l'autorité là-dessus. Il peut dire, ben non, je suis le Pontifex Maximus et je ne suis pas d'accord, je crois que les dieux pensent ceci. Alors donc, l'autorité religieuse d'Auguste est incontestable grâce à ce pouvoir-là. Et d'autre part, Auguste avait aussi une grande autorité morale. Donc, il est le véritable maître de Rome et il porte déjà le nom d'Auguste qui a une aura particulière, une aura religieuse, mais en plus, il est l'héritier de César. Mieux encore, César avait fini par être reconnu comme un dieu monté vers les cieux. Pourquoi? Parce qu'au moment des jeux funéraires que Octave, il s'appelait Octave à l'époque, va organiser pour son père adoptif, durant ces jeux funéraires, il va y avoir une comète qui va apparaître dans le ciel. Une coïncidence dont Octave va tirer profit. Il va prétendre que cette comète, c'est l'esprit de César qui va rejoindre les dieux. Alors désormais, on va parler de Jules César comme le divin Jules. Alors donc, un homme divinisé. Et évidemment, comme lui, il est le fils adoptif
de Jules César et il est le fils d'un homme divinisé. Alors, on va souvent l'appeler le Divi Filius, le fils du divin. Et évidemment, ça paraît toujours bien dans un curriculum vitae d'être le fils d'un dieu, hein, donc d'un homme divinisé. Donc, ça aussi, ça va lui donner beaucoup d'autorité morale, mais ne faut pas négliger le fait que un général victorieux a toujours beaucoup d'autorité auprès de la population, il a toujours beaucoup de gloire. Octave lui-même, Auguste, n'avait aucun talent militaire, mais il a toujours su s'entourer de généraux compétents qui gagnaient pour lui et qui gagnaient en son nom. Alors, César Auguste va toujours être considéré comme un général victorieux, ce qui va lui donner l'aura d'un homme militaire compétent et digne de régner sur la population romaine. Et en plus, il est le premier à prendre la parole au Sénat, donc il peut, dès son discours, imprimer sa volonté sur les esprits des autres sénateurs et il a beaucoup d'autorité, ce qu'on appelle l'auctoritas. Alors, pour toutes ces raisons, César Auguste est le véritable maître à Rome. Alors, pouvoir militaire, pouvoir législatif, pouvoir religieux et autorité morale. Évidemment, lorsque Auguste devient le maître incontesté de Rome, bien des hommes politiques à Rome seront déçus de la tournure des événements parce qu'ils perdent eux-mêmes la possibilité de devenir les maîtres de Rome, de jouer un rôle véritablement influent. Ils sont sous l'autorité d'Auguste. Mais si certains hommes politiques sont déçus, le peuple, lui, est extrêmement content. Pourquoi? Parce que le peuple vient de traverser plusieurs générations de guerres civiles et les guerres civiles ont été difficiles pour l'ensemble de la population de l'Empire romain. Alors, avec un seul maître au sommet, César Auguste, on assiste à la fin des guerres civiles qui étaient caractéristiques de la fin de la République romaine. Et le peuple, de façon générale, va être très satisfait de ça. Et évidemment, l'armée est maintenant contrôlée par Auguste lui-même, et de ce fait, la carrière du soldat est définitivement fixée par l'autorité impériale et ça ne risque plus de déborder vers des conflits locaux entre différents généraux. Et d'autre part, comme on a maintenant un seul maître à Rome, le gouvernement impérial va être de nature centralisée. Et de ce fait, l'Empire et les provinces seront gérés de façon beaucoup plus rationnelle qu'auparavant, parce que lors de l'époque de la République, il y avait beaucoup de corruption au sein des différents hommes politiques qui cherchaient, lors des gouvernements des provinces et tout ça, à s'enrichir considérablement. Donc, beaucoup de corruption durant la dernière période de la République. C'est beaucoup moins le cas à l'époque impériale, parce que l'empereur n'a pas intérêt à ce que la corruption se généralise, parce que tout se fait en son nom. Alors, les gouverneurs trop corrompus vont perdre leur emploi et donc vont être remplacés par d'autres qui s'assurent de la confiance de l'empereur. De ce fait, l'Empire est géré de façon beaucoup plus rationnelle qu'auparavant. D'autre part, évidemment, cette paix romaine dont on parlait auparavant devient véritablement concrète. Bien sûr, il y aura encore des conflits entre Rome et ses ennemis, mais ceux-ci seront beaucoup plus limités qu'auparavant. Et à l'époque d'Auguste, on va assister à plusieurs périodes de paix qu'on avait très rarement vues auparavant. Et cette paix va contribuer à préserver la loi et l'ordre. Et pour les habitants de l'Empire, c'est quelque chose de précieux. C'est que soudainement, la mer Méditerranée n'est plus un lieu dangereux où il y a des pirates, où il y a des armées qui s'affrontent. Maintenant, la mer Méditerranée va devenir un lac romain, un lac beaucoup plus tranquille, où le commerce doit être plus aisé à faire, beaucoup plus sécuritaire. Et ce commerce qui redevient possible, va amener la prospérité. Non seulement le commerce, mais aussi le fait de pouvoir éviter d'être attaqué constamment par des soldats ennemis. Et tout ça, ça va assurer aux habitants de l'Empire une période de paix
et de prospérité. Et ce commerce qui devient de plus en plus florissant va contribuer également à la diffusion des idées parce que, évidemment, un marchand n'est pas seulement quelqu'un qui transporte des marchandises, il va aussi parler de ce qu'il a vu ailleurs et il transmet les idées d'une région à l'autre. Le marchand est un vecteur de civilisation. Alors pour toutes ces raisons, malgré le fait que maintenant les gens ne votent plus réellement pour un gouvernement et qu'on a le régime d'un seul qui est analogue à la monarchie, malgré tout, la population va en sortir gagnante en raison de la paix et de la prospérité et de tous les bénéfices qui tournent autour de cela. Donc, c'est à ça que va ressembler la paix romaine à partir d'Auguste et c'est là que commence la période historique qu'on appelle l'Empire.